Bonjour à tous, l'heure des pros tous les jours entre 9h et 10h. Voici le sommaire ce matin. Le roi est mort, vive le roi. Et si l'exécution de Louis XVI avait été une erreur historique, le 21 janvier 1793, il y aura 224 ans demain. Et si les difficultés de la France prenaient leur source dans ce régicide, il existe 10 monarchies héréditaires en Europe en 2017. Je rappelle que le Vatican est une monarchie, mais qu'elle n'est pas héréditaire. Est-il possible d'imaginer un retour de la royauté comme symbole, comme unité, comme continuité d'un pays qui précisément cherche parfois son identité? Ou est-ce une lubie de fin de race, noblesse de pacotille et aristocratie souffreteuse? Nous en parlerons ce matin notamment avec Thierry Ardisson qui a reçu cette semaine le prix Caloni qui distingue l'interview en France. Et à ce jeu, plus encore des questions que des réponses. Ardisson est le roi, on ne lui coupera pas la tête et j'espère jamais le micro. Bonjour Thierry Ardisson, vous allez bien? Très bien. Le fantôme des Tuileries. Oui. Vous êtes monarchiste? Je suis monarchiste, oui, mais pas monarchiste. Ce qu'il faut préciser avant de commencer, c'est que en France, quand on dit monarchiste ou royaliste, on est catalogué tout de suite d'extrême droite. C'est-à-dire, c'est la faute de Maurras, qui finalement... Charles Maurras, avec l'Action française, qui a fait de la monarchie plus un parti politique qu'un système de gouvernement. Donc moi, je précise toujours bien que je suis monarchiste à l'anglaise. Le meilleur système du monde, c'est Westminster. C'est pas moi qui l'ai dit le premier. Donc je suis monarchiste pour avoir un arbitre au-dessus de la mêlée. Quand la gauche gagne les élections, le Premier ministre est de gauche. Quand c'est la droite qui gagne les élections, le Premier ministre est de droite. C'est de la démocratie parfaite, ça. D'accord, c'est pas monarchie de droit divin. Jean Descartes, bonjour. Bonjour. Alors, je ne vais pas rappeler tous vos bouquins, parce que vous êtes graphomane. Vous écrivez... Non, j'écris pour ne pas être interrompu. Vous avez raison, il y a 50 000. Le dernier, c'est le siècle des sacres. Vous êtes chevalier de l'ordre des Grimaldi. Ça fait chic quand même, dans un dîner, chevalier de l'ordre des Grimaldi. Oui, c'était une décision du prince Régnier, parce que j'avais raconté l'histoire des Grimaldi que personne ne connaissait, ou connaissait très mal, pour le 7e centenaire de leur arrivée mouvementée sur le rocher. Donc, Vous êtes monarchiste? Oui. Oui, tendance aussi, oui, tendance Pierre. Westminster. Je trouve que c'est un modèle d'équilibre. L'État continue, l'État est incarné par un personnage et tout de suite, disons qu'en monarchie, les scandales qu'on peut vivre dans certaines républiques ne seraient pas tolérables, ce serait tout de suite une crise Il y a eu des scandales quand même dans la monarchie britannique. Oui, mais justement, ça a provoqué des crises. Alors qu'en France, le comportement de certains chefs d'État, comportement privé, fait rire et on se permet des choses qu'on ne se permettrait pas en monarchie. Et puis Vincent Mélan, chef du service royauté du magazine Point de vue, Image du Monde. Vous êtes rédacteur en chef depuis 28 ans dans ce magazine, quasiment. Vous êtes monarchiste? Aujourd'hui, non. Parce que je ne suis pas sûr que le besoin s'en fasse sentir vraiment en France. Et je trouve que je ne suis pas persuadé que les monarchistes soient prêts à prendre le pouvoir. Parce que je trouve qu'ils sont encore englués dans beaucoup de choses passéistes. Mais dans l'absolu, pourquoi pas? Alors, demain, 21 janvier, comme chaque année, il y aura une messe à Saint-Denis, la basilique Saint-Denis. Il y aura d'ailleurs les représentants de la famille d'Orléans et de la famille de Bourbon qui se disputent. Non, il n'y a pas une messe, il y a plusieurs messes. Oui. Les Orléans vont à Saint-Germain-l'Auxerrois, la paroisse des rois de France. Les Bourbons vont à Saint-Denis. Il ne faut pas mélanger tout le monde. Et il y a la Réunion au pied de l'endroit où le roi a été exécuté, place de la Concorde. Alors, je suis d'accord avec vous. Mais alors, vous avez dit Orléans et Bourbon, justement, et ça, c'est Thierry Ardisson en parle beaucoup dans son bouquin, parce que Louis XX, c'est un fils Bourbon. C'est un enfant de Bourbon. Enfin, Louis XX, que j'ai C'était votre baptisé bouquin il y a 20 ans. Parce que Prévert a fait un fameux poème où il dit, il va jusqu'à Louis XVIII, et il dit qu'est-ce que c'est que ces gens-là qui ne savent pas compter jusqu'à 20. Et quand j'ai fait mon livre Louis XX, je me suis aperçu qu'il y a un Louis XIX, vous le savez, qui a régné un quart d'heure, le temps de l'abdication pour le comte de Chambord. Donc le petit, aujourd'hui, s'appelle effectivement Louis. Il est Louis le XXe et il est le plus proche parent de Louis XIV vivant. Voilà. Et il sera demain, parce qu'il vit à Madrid. Oui, il vit à Madrid. Il vit à Madrid. Non, mais moi j'ai appelé. C'est le parrain de ma fille. C'est le parrain de votre... et j'ai voulu l'appeler, je voulais qu'il vienne là aujourd'hui, mais il ne peut pas. Donc il ne pouvait pas venir ce matin, mais il est à Paris demain, précisément à Saint-Denis. C'est un garçon charmant. J'ai bien connu son père. Ce qui est extraordinaire, c'est que son père, vous savez ça mieux que moi, son père a été décapité. Oui. C'est-à-dire le duc d'Anjou fait du ski à Aspen. Oui, c'est effrayant.
il prend une piste, il va à toute allure. Un câble. Et il y avait un petit filin comme ça au bout, et il a été décapité. Moi, cette histoire... Je l'avais vu 8 jours avant, c'est affreux. Ouais. cette histoire. Moi, je l'ai très bien connu, oui, lui. c'est de famille, si j'ose dire. Mais bon, alors Oui. ça, c'est la branche Bourbon. Et il y a la branche d'Orléans qui est a priori légitimiste. Non, Enfin, non. ça, c'est fou. Moi, j'ai très bien connu les autres, pour le coup. Ouais. Et je les connais assez bien. Vous avez deux options là-dedans. Vous avez une option dite légitimiste. Tout le problème se crée à la mort du comte de Chambord en 1883. Alors, faut C'est le expliquer dernier pour descendant les gens. Le légitime. comte de Chambord, C'est le petit-fils de Charles X. Voilà. Le petit-fils du dernier roi régnant. Le comte de Chambord meurt. C'est la branche aînée des Bourbons qui est éteinte. Deux tendances. Vous avez ceux qui considèrent qu'il faut prendre les descendants de Louis XIV, donc la branche la plus proche par les mâles, ce sont les Bourbons d'Espagne qui ont renoncé à leurs droits au moment plusieurs fois, etc. Du Mais traité eux, d'Utrecht. les légitimistes considèrent que ces renonciations ne sont pas valables. Donc ce sont les Bourbons d'Espagne qui sont héritiers du trône de France, en l'occurrence l'aîné Luis Alfonso, duc d'Anjou, qui est le prétendant légitimiste, qui est l'aîné des Bourbons d'Espagne parce que son grand-père avait renoncé à la couronne. Je vous passe les détails. Et l'autre tendance qui considère que les héritiers du comte de Chambord sont les Orléans, qui d'ailleurs sont aussi des Bourbons, parce qu'ils descendent tous du même prince de Bourbon, qui eux descendent du deuxième fils de Louis XIII, le frère de Louis XIV, monsieur frère de Louis Alors, XIV. c'est un petit peu compliqué. Et- Bon, je voudrais qu'on parle de Louis XVI. Parce que demain, c'est effectivement l'anniversaire de la mort de Louis XVI. Et tout à l'heure, alors on était au maquillage ensemble, vous dites Louis XVI, c'est une nouille. Alors moi, je veux Oui, dire, d'abord, moi c'était j'ai pas très respectueux j'ai pour un Louis conflit XVI. très personnel Mais- avec Louis XVI. Je trouve que la manière dont Louis XVI s'est conduit le 10 août 1792, quand on a pris les Tuileries, qu'il est parti avec sa famille, qu'il a laissé tous les défenseurs du château, femmes et hommes, les gardes suisses, les gentilshommes, les dames d'honneur, les domestiques, en leur donnant l'ordre de déposer les armes parce qu'il fallait faire confiance à la foule ça, qui c'est la assiégeait le fuite de château. Varennes. Non, c'est le 10 août 1792, c'est la fuite des Tuileries, le jour où Louis XVI et la famille royale, quelques jours avant que Louis XVI et la famille royale soient enfermés au Temple. C'est la fin de la monarchie C'est quand totale. on a mis, on lui a mis un bonnet phrygien, enfin on voulait lui mettre un bonnet phrygien. C'est l'humiliation. Et ces gens-là, tous les gens qui étaient au Palais des Tuileries que Louis XVI avait abandonnés pour partir en leur donnant l'ordre de baisser les armes, ils étaient plus d'un millier, se sont tous fait égorger D'accord. et Donc couper c'est en pour ça que morceaux. vous trouvez que c'est- Là, je trouve que il c'était s'est pas mal très conduit. courageux. Je pense qu'il aurait pu mettre à l'abri sa famille et qu'il aurait pu rester avec les gens qui étaient fidèles. D'autant plus que c'était déjà arrivé une fois, lors de la prise de Versailles, Louis XVI est parti et tout le monde s'est fait massacrer à Versailles. Mais sur la personnalité de Louis XVI, qui aujourd'hui, effectivement, est parfois contradictoire, c'est toujours qui- très compliqué d'ailleurs. Il faisait 1m92, c'est vrai ça Ouais. Oui, il était très grand. Dans le genre. Ça a même étonné son bourreau. Et quand dans certains films on représente Louis XVI, non seulement il est cocu, mais il est petit, c'est évidemment. Mais ridicule. 1m92 en Ce que je voulais vous 1793, dire, c'est que, incroyable d'être puisque aussi nous grand. sommes à la veille d'un anniversaire, lorsque j'ai publié, pardon, le rappeler, mon livre sur Malesherbes, qui était un magistrat qui sera le malheureux défenseur, mais courageux de Louis XVI, qui sera guillotiné aussi, et qui, sous Louis XV, avait été assigné à résidence parce qu'il avait fait des remontrances au roi, ce qui me permet de dire au passage que la monarchie, si elle était despotique ou autocratique, avait en face d'elle des contre-pouvoirs, les parlements, les états généraux, qui étaient quand même assez costauds. Bon. C'est monarchie de droit divin encore, hein. Oui, mais avec des contre-pouvoirs. Il ne faut pas oublier, les remontrances de M. de Malesherbes sont quand même très importantes. Eh bien, à la publication de mon livre sur Malesherbes, qui venait d'avoir le Grand Prix de la biographie d'histoire de l'Académie française, j'ai reçu une lettre de François Mitterrand, une lettre personnelle donc, que je ne peux pas montrer, mais dont je peux parler, me disant « Je vous confirme, Monsieur Descartes, que le drame de la France est la mort de Louis XVI. Eh ben voilà. » Écoutez, ça, François c'est un Mitterrand. scoop. Non mais franchement, ça c'est un scoop. Mais C'est pas une prise de surprenant. position. Mais ça n'est pas surprenant. Ah, si, c'est un petit peu n'est surprenant, pas surprenant. que le président de la République dise... Oui, et il l'a personne dit, ne l'a... et il l'a dit à France Inter, à une émission très tôt le matin qui n'a pas été reprise. Bon, C'est- la personnalité de Louis XVI. Bon, Moi, ce que je Vincent voudrais dire dit- sur Louis XVI, c'est dont on en parlait avant que l'émission commence, c'est vrai que Louis XVI, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il avait un aîné qui était formidable, Bourgogne, qui était un type génial, tout le monde l'adorait, ça allait être le plus grand roi de tous les temps. Et un jour, il tombe dans un escalier et il se fracture la hanche, enfin, ça s'arrange pas, il meurt. Et toute sa vie, ce qu'il faut déjà savoir quand on parle de Louis XVI, c'est que toute sa vie, Louis XVI a pensé qu'il était un usurpateur, finalement, qu'il était là, c'était pas à sa vraie place. Bon, alors après, on discute à l'infini de Louis XVI. Moi, je reconnais quand même qu'il a fait vacciner ses enfants, il a aidé à l'indépendance. Vacciné. Ses enfants, c'était Le premier. vaccin existe en... Ben, c'est le premier. Il s'est occupé de l'indépendance des États-Unis. Il a envoyé des bateaux dans le monde entier. Enfin, je veux dire, ce que vous dites est tout à Il fait a développé juste. la marine d'une façon Voilà, remarquable. c'est un. Mais
ce qu'il faut dire, c'est que l'histoire, et vous le savez bien, l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. Donc ça fait 200 ans que la République explique aux Français que Louis XVI était un tyran, Un une salaud ordure, aussi, un peu un serrurier, voyons, on le présente connard, parfois, voilà, Sauf que- comme un niais. Quand on parle de restauration monarchique, de toute façon, pourquoi c'est impossible? Parce que le peuple français était intoxiqué pendant 200 ans par des idées qui ne sont pas toujours justes, disons, on ne veut pas dire qu'elles sont souvent Il l'est fausses. encore. Hein, pardon. Voilà. C'est comme en URSS. Imaginez l'URSS, le mur de Berlin n'est pas tombé. Ben aujourd'hui, vous auriez à Moscou des enfants qui croiraient que le tsar buvait du sang et égorgeait des bébés. Je veux dire, c'est ça l'histoire. C'est-à-dire que nous, en fait, moi, j'ai commencé à m'intéresser vraiment à l'idée monarchique en me souvenant que dans le Malais-Isaac, on m'expliquait que le comte de Chambord avait refusé d'être roi de France à cause du drapeau tricolore. Je me suis dit, quand même, c'est bizarre d'être si con. J'ai lu l'histoire de ce mec-là, et il y a de ça. Il avait été élevé par la fille de Louis XVI, donc il était un peu réac. Mais en fait, pas du tout. On en revient au problème. Il y avait une majorité monarchiste à l'Assemblée. Donc on a dit, très bien, une majorité monarchiste, Henri V va monter sur le trône. Lui, il dit non. Il dit, mais le problème, c'est pas qu'il y ait une majorité. D'abord, la monarchie, c'est pas un parti politique. Il dit, moi, je veux pas être roi parce qu'il y a une majorité monarchiste. Je veux être roi parce que c'est mon job d'être roi. Les Bourbons sont rois de France et tout, c'est comme ça. Et le jour où il n'y aura plus une majorité monarchiste, alors je serai plus roi. Voilà. Et ça, c'est l'essentiel de la réflexion, si vous voulez. Sur la personnalité de Louis XVI, une chose qui est souvent dite, alors le côté serrurier, niais, s'occupant de rien, le jour de la révolution du 14 juillet 89, il écrit rien. Non, mais ça, c'est son livre Ça, de c'est chasse. vrai ou pas? Non, c'est son livre de chasse. Donc. C'est pas du tout son journal intime. Ça fait partie de ses fantasmes et de cette propagande révolutionnaire, si vous voulez. Louis XVI, son drame numéro 1, c'était un taiseux. C'est un homme intelligent, mais surtout un taiseux. Bon. Simplement, je voudrais rebondir sur ce que vous parliez de la Russie. La différence entre la France et la Russie, sur le plan de l'enseignement historique aujourd'hui, c'est que la Russie, bolchevique, stalinienne, n'a jamais dit qu'elle était née en 1917. Ils ont dit, nous sommes la suite d'une longue histoire. Et ce qui est pénible en France aujourd'hui, c'est qu'on veut nous faire croire que la France est née en 1789. Quand on parle de la République toute la journée, moi je préfère qu'on parle de la France. Oui, c'est-à-dire et si vous voulez, autrement, Rabelais, Molière, Pascal, Louis XI n'ont pas existé. Non, mais la France n'a pas commencé en 89. Voilà. C'est un thème, effectivement, qu'on trouve souvent à droite. Il n'y a pas la France républicaine, il n'y a pas la France monarchiste, vous avez il n'y a pas la France remarqué, impériale, en ce moment, il y a la France. On est d'accord. Aucune des monarchies actuelles dont nous parlons en Europe, auxquelles j'ai consacré en particulier ce livre, ne parle toute la journée de ça, de ce régime. C'est une évidence et c'est une longue histoire qui a façonné une identité. Je suis d'accord. Mais on reste vraiment sur Louis XVI parce que c'est intéressant, parce qu'il y a aussi un aspect sexuel sur Louis XVI. Pourquoi vous soufflez? Mais non, parce que, si vous voulez, moi je veux pas apparaître comme celui qui déteste les rois, je les aime beaucoup. Mais il faut et je suis d'accord avec un truc fondamental qu'a dit Thierry Ardisson. Le problème de Louis XVI, c'est qu'il a jamais cru qu'il était roi. C'est ça son vrai truc. Il a jamais osé. Il a jamais osé, si vous voulez. Alors, Jean Descartes, franchement, si je me trompe pas, votre arrière-grand-mère était à Varennes. Madame de Tourzel, la gouvernante. Oui, quand on voit le récit de Varennes, par alliance. Pas l'arrière-grand-mère de Jean Descartes, par alliance. Il y a la Varennes, il y a 2 siècles et demi. Elle a laissé des mémoires, et si vous voulez, quand on raconte le voyage à Varennes, Louis XVI se promène, il fait pique-nique dans la... Non, mais il y a une inconscience. Il y a une inconscience chez Louis XVI qui est totale. Il ne prend jamais les armes, il prend jamais une décision, il met 7 ans avant de s'envoyer en l'air avec son épouse. Alors, c'est quand même le devoir fondamental des rois. Il est très sympathique, mais il n'a pas fait grand-chose. J'imagine que vous, c'est au cœur de votre préoccupation. Il n'arrivait pas à honorer Marie-Antoinette. Il avait un phimosis. C'est très compliqué, on n'a jamais bien compris. En tout cas, son beau-frère Joseph II est venu donner des conseils à sa sœur et à Louis XVI parce qu'il s'inquiétait de l'absence de consommation du mariage. Je pense que a priori il y avait des difficultés anatomiques peut-être entre un homme très très grand par ailleurs et une femme très jeune, toute petite. Je n'entre pas dans les détails, mais ça a été aussi bien étudié récemment dans les possibilités de difficultés de s'entendre.
Bon, comme disait mon grand-père. Oui, mais ça Oui, compte. non, mais Vous en ça, si conviendrez, vous voulez, Oui, non, mais attendez, que Louis quelque chose XVI qui n'ait peut pas été le exister. plus grand roi de tous les temps, on veut bien, enfin je sais pas, on est tous d'accord ici pour l'admettre, on va pas dire que c'était, évidemment, que Henri V, on parlait tout à l'heure d'Henri V, Henri V c'est pas Henri IV, Henri IV il aurait pris le pouvoir, lui, en 1883. Donc je veux dire, bien sûr, hein, Rappelez-vous cette phrase de Frédéric Mistral, il y a eu des mauvais rois, des rois médiocres, mais de toute façon, leur œuvre s'appelle la France. Bon, il est guillotiné le 21 janvier. Il est plutôt d'ailleurs, durant le procès et durant l'exécution, plutôt très digne, parce que là, il y a des témoignages assez précis. Hein. Mais Il un homme va courageux. avec, quand il quitte Marie-Antoinette au temple, quand il embrasse ses enfants. On c'est oublie quelqu'un, souvent, c'est que le procès de Louis XVI et la mort de Louis XVI ne sont pas indignes. Ce qui est indigne, c'est la manière dont on a tué Louis XVII et la manière dont on a Et on jugé va en parler Marie-Antoinette. avec, Mais le procès de Louis XVI est allé à l'échafaud en carrosse fermée. Il a été traité très décemment. L'Assemblée qui a jugé le roi n'est pas totalement illégitime. Il y a eu un vote. C'est un processus, c'est pas le procès truqué de Marie-Antoinette où on l'a accusé des pires horreurs. La mort de Louis XVI est pas totalement illégale, si vous voulez, sur le plan stricto-légal. Il y a un événement considérable. Pour la première fois depuis des siècles, quand le roi est mort, on ne crie pas « Vive le roi ». Donc il y a une rupture. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont rentrés chez eux. Vous ne pouvez pas manifester ces sentiments pour ou contre, mais c'était une rupture. La rupture l'exécution d'un est lien. publique. Elle est place de la Oui, Concorde. Elle est publique. Mais il y a combien de personnes Les cris par ont exemple, été couverts par les roulements de tambour et le bourreau a montré Le la bureau, tête. c'est Samson, hein, Voilà. le fameux bureau Samson. Bon, il y a combien de personnes ce jour-là? On sait le nombre de personnes qui assistent? Difficile à évaluer, mais moi, ce qui me paraît important, c'est que pour la première fois, on ne crie pas « Le roi est mort, vive le roi ». Donc il y a un silence. Les gens rentrent après chez eux. Tous les témoignages montrent un traumatisme. Pour ou contre, c'est un événement. Bon, et il est assez digne dans ce comportement. mais ils étaient Marie-Antoinette, Oui. on parlait de Marie-Antoinette, Courageux. elle marche sur le pied du bourreau, elle s'excuse. Oui. Ouais. Vous connaissez des gens classe comme ça, vous, moi Et je pense que ça existe Marie-Antoinette plus. avait Ouais. beaucoup plus de courage que Louis XVI. Oui, oui. Parce que sa détention et son procès, alors elles, scandale, parce que ont c'est été sans épouvantables. Alors, justement, ça, c'est absolument ça, c'est atroce. sordide. Voilà, c'est Justement, horrible, voilà. Marie-Antoinette, et on va parler avec Louis XVII, c'est absolument horrible, mais on connaît les gens qui ont élevé le petit Louis XVII, parce que c'est quand même dans la mémoire collective. Mais c'est vrai que Marie-Antoinette, elle subit comment dire, un traitement qui est parfaitement indigne, immonde. et elle va mourir 9 mois en octobre 93 Oui, après c'est-à-dire Louis quoi, XVI. En fait, les révolutionnaires veulent que le petit dauphin, le petit Louis XVII, devienne, comme ils disent, un vrai citoyen. Et pour le rendre vrai citoyen, ils lui donnent de l'eau de vie, ils lui donnent des pilules d'opium, et ils l'obligent à chanter des chants révolutionnaires et tout ça. Et un jour, il y a une scène, moi je trouve pathétique, c'est qu'il est en prison, sa mère et sa sœur sont au-dessus, à la prison du Temple, lui dans la cour, il les entend parler et il dit « Mais ces deux putes sont pas encore mortes, un enfant de 8 ans. » Et après, on l'oblige à signer un papier comme quoi sa mère l'a obligé à coucher avec elle. Et on accuse Marie-Antoinette d'inceste. Alors voilà sur quoi, moi si on me parle toute la journée de la Révolution française, etc., c'est vrai que dans 1789, il y a quelques beaux principes qu'on est tous, évidemment qu'on accepte tous, mais 1793 est une tâche sur la terreur, tunique de évidemment. Nessus. Ça, c'est vrai. Je veux dire, Ça, c'est- un pays qui base son histoire moderne sur ce genre de choses, si vous voulez, je trouve ça déplorable. Enfin, je vois pourquoi on continue. Alors, il y a une bonne nouvelle quand même, Pascal, je tiens à le signaler, c'est que notre ami Michel Onfray, qui est plutôt au départ, plutôt à l'extrême gauche, etc., et Michel Onfray est un grand philosophe, et Michel Onfray pense à tout ça. Et par exemple, sur les guerres de Vendée, Michel Onfray, parce que nous, quand on disait il y a 30 ans que les guerres de Vendée étaient un génocide, on se faisait traiter de nazis, pratiquement, si vous voulez. Sauf si vous expliquez aux gens les méthodes, quand on étudie un peu les colonnes Turreau et tout ça, on sait bien que c'était un génocide. Et bien maintenant, Michel Onfray s'est aperçu que les guerres de Vendée, finalement, c'était un génocide, que finalement, ce rousseauisme triomphant n'avait pas apporté que des bonnes choses, etc. Enfin, il faut lire son livre des Il faut dire qu'avant lui, Reynald Cher a bien Non, montré mais, le oui, mais lui, génocide. il a été Mais- traité de nazi. Je sais. Mais c'est le mot de Clémenceau, je crois, la révolution est un bloc, c'est-à-dire que les gens ne veulent pas voir et considèrent que c'est une bonne chose C'est sous le globalement, boule, et que si on entre dedans, bah forcément, il y aura des choses à dire. On va Absolument. en tout cas, ne pas être d'accord. On va marquer juste une petite virgule, et après, on parle forcément de votre bouquin.
Demain, c'est l'anniversaire de la mort du roi. Alors, on a parlé de Louis XVI, on a un peu parlé de Marie-Antoinette, mais on va parler des fantômes des Tuileries. Pourquoi ? Parce que c'est en fait cinq dauphins qui auraient pu régner et qui n'ont pas régné. Et l'histoire de Louis XVII, elle est absolument fascinante. Mais vous parliez tout à l'heure, et vous citiez le mot, lorsqu'il passe le Louis XVII sous les fenêtres de sa mère et qu'il la traite de pute. Mais moi, c'est ça qui m'a intéressé dans le bouquin. Comment on sait ça ? Qui rapporte ces témoignages qui sont très précis dans votre livre ? Comment on sait qu'il a dit ce mot-là ? Parce qu'il y avait des gens qui travaillaient dans la prison, il y avait des gardiens, il y avait d'autres prisonniers, il y avait des serviteurs, il y avait, enfin, je veux dire... Et tous les gens qui étaient autour envoyaient des rapports. Oui. C'était policier. On envoyait des rapports au comité de salut public pour dire le petit louveteau a traité sa mère de pute après qu'on l'ait fait boire. Je veux dire, ça se trouve dans les archives nationales. Oui. C'est aussi bête que ça. Donc, d'accord, là, il n'y a aucune possibilité. C'était des gens qui ont vécu chaque fois que je vous rappelle quand même que Marie-Antoinette, les 2 derniers jours de sa vie, a eu besoin à un moment de changer de linge parce qu'elle avait un problème féminin et que le garde n'a pas voulu se retirer de sa présence et il est resté à 50 cm d'elle. Elle lui a dit monsieur au nom de l'honnêteté, etc. C'était à ce moment-là. Et le garde rapporte la citoyenne Capet a voulu se changer. Je suis resté à côté d'elle pour être sûr qu'elle ne fasse pas de bêtises pendant qu'elle se changeait. C'était un état policier. Non mais c'est dingue. Je veux dire, c'est ce qui s'est passé en URSS, ce qui s'est passé au Cambodge, ce qui s'est passé partout. Sauf que ça a commencé en France. Et c'est ça que j'essaie même toujours si c'est toujours difficile de prendre des lunettes de 2017 aujourd'hui pour juger de 1793. Il y avait une violence dans l'époque les colonnes infernales. Et il y a pire, parce que le seul moment où on n'a pas d'infos sur Louis XVII, c'est quand même le moment où on l'a enterré vivant pendant 6 mois. Louis XVII a été quand vous dites enterré vivant, c'est quand il est prisonnier au camp. Un enfant sans fenêtre, sans contact humain. Il faisait pipi sous lui, caca sous lui. Mais justement, d'ailleurs, on ne sait pas si c'est. Alors, c'est vraiment Louis XVII. Parce que là, on peut. Celui qu'on a enfermé. La boîte de Pandore, mon cher Pascal. C'est pire que les Orléans et les légitimistes. Là jusqu'à minuit. Juste un mot avant que vous répondiez à cette question. Alors, on parle des journalistes aujourd'hui qui sont durs, mais par exemple, il y a un type qui est horrible, c'est le dénommé Hébert. Oui, c'est vraiment une horreur absolue. Qui fait le père Duchesne. Et voilà ce qu'il écrit, par exemple. Il publie des pamphlets et des libelles d'une violence inouïe. Il parle de Marie-Antoinette, couper le cou du petit sapajou, engendré par cette foutue guenon. Et ça, c'est la presse de l'époque. Mais ça, c'était aimable. T'es gentil. Non, mais c'était aimable. Pas très aimable. Mais quand il dit, non, mais il y en a qui écrivaient, cette pute a trompé Louis XVI, qui est un gros cocu. Je veux dire, c'était de cet acabit-là. Est-ce que ces satanés putes-là ne sont pas encore guillotinés ? Ça, c'est une phrase qu'on met dans la bouche de Louis XVII. C'est avéré, ça. Bah oui, on lui a lavé le cerveau. C'est le non, mais c'est avéré que cette phrase existe. C'est ça qui me... Oui. Sur l'histoire, moi, je ne suis pas historien. Enfin, il y a quand même, ça, Jean le sait même mieux que moi, c'est-à-dire qu'il y a un fond qui a été travaillé, parce qu'il y a Jean, il a écrit un livre, par exemple, sur l'impératrice Eugénie, que j'ai lu avant de faire ça. Castelot a écrit un livre sur Marie-Antoinette, Zweig aussi. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de bouquins qui sont... Madeleine, il y a plein de bouquins qui sont à notre disposition, mais dans lesquels on va chercher ces choses-là. À la base, vous avez... comme le rappelait Vincent Mélan, un État policier à ce moment-là qui surveille, qui consigne tout. Donc on a des archives absolument terrifiantes, comme du temps du stalinisme. Comme la Stasi. Voilà. Bon, les 5 dauphins qui n'ont pas régné. Voilà. Et c'est votre bouquin, Le fantôme des Tuileries, où vous racontez d'ailleurs l'incendie des Tuileries. D'abord, il est formidable. Il faut que je vous raconte un truc sur l'incendie des Tuileries, si vous permettez, parce que c'est énorme. Donc je dis que l'incendie des Tuileries a été fait par les communards, évidemment. Sauf que l'histoire de France nous apprend qu'ils ont incendié les Tuileries pour ralentir l'entrée des troupes versaillaises à Paris. Qui étaient au Trocadéro. Voilà, les troupes de tiers. Bon. Et en fait, c'est pas vrai. Ils ont passé 2 jours, je le raconte, et puis ça a été raconté. Ils peignent tout avec de la poix, ils mettent des petits barils de poudre, tout ça pour faire sauter les Tuileries. Et une fois qu'ils ont mis le feu, ils vont boire des coups en fumant des cigares, horribles, ces gens-là. Tel Néron, regardant l'incendie des Tuileries. Bon, je devais recevoir dans mon émission Jean-Luc Mélenchon, et Mélenchon appelle mon coproducteur, Stéphane Simon, et lui dit, tu peux dire à Ardisson que je n'irai pas dans son émission. Mais pourquoi ? Parce que Thierry a dit, dans une autre émission de télévision, que finalement, les communards brûlant les Tuileries, c'est comme les talibans détruisant les Bouddhas de Bamiyan ou Daesh
détruisant les temples de Palmyre. Bah oui, bah oui. Bien sûr. Mais bien oui. sûr, Qu'est-ce que évidemment. il ne veut pas venir dans mon émission, il ne vient pas. Mais la vérité historique, il n'y en a qu'une. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont brûlé les Tuileries pour détruire Les pétroleuses. l'encre. Et ils veulent tout brûler. Et- ils veulent tout brûler Paris. Et ils ont D'ailleurs. zigouillé l'archevêque qui était venu faire des... Et ils ne veulent pas le reconstruire. C'est-à-dire Ouais. qu'aujourd'hui, reconstruire les Tuileries, ça coûterait 300 millions d'euros. Oui. Les banques sont prêtes à financer. Pour Paris, ça serait vraiment un monument supplémentaire, parce que les touristes, ils ont vu la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe. Ça créerait un nouveau monument. Les gens Ah ouais, c'est pour des viendraient raisons idéologiques donc qu'ils veulent voir. pas. Ah, mais ils veulent pas. c'est- non. oui. Et mais ce qui est- Maurice Druon, vous avez bien oui, connu mais Maurice Druon. formidable. Il y a eu Ah une bah, c'est sa association. vie, Oui, à se je battre sais. pour J'avais ça. travaillé avec lui. Et ce qui est plus grave, c'est qu'on a reconstruit l'hôtel de ville, qui avait été aussi un sentier. Pourquoi pas détruire? Vous voyez l'illogisme. Non mais c'est de républicain. l'idéologie, c'est ce que dit Thierry. Mais c'est la C'est-à-dire que c'est un vérité. symbole Mais toujours, C'est de... l'antre des tyrans. on est Alors que toujours c'est dedans. l'histoire de France. C'est Tous ces dauphins Ouais. qui auraient pu régner et qui n'ont pas régné. Ouais. Bon, Louis XVII d'abord, on termine. C'est lui qui est mort ou pas dans la prison? Alors là, vous savez, il y a plein. Moi, je trouve il y a un truc horrible, c'est que un des avantages de la monarchie, c'est le roi est mort, vive le roi. Il n'y a Oui. pas de discussion. Là, c'est le roi est Mais mort, oui. point d'interrogation. Mais oui. C'est-à-dire que la filiation se perd dans les méandres, évidemment, de cette histoire qu'on n'est jamais arrivé à démêler. Il faut dire la vérité. Et ça, c'est vicieux. Je trouve que là, les révolutionnaires ont été vicieux parce qu'il n'y a plus de roi. Il y Le a choc a été tellement fort qu'à mon avis, c'est pour ça que Napoléon a voulu rétablir le lien entre le peuple et le souverain avec la monarchie impériale. C'est Ouais, l'idée. bien sûr. Le traumatisme avait été très très grave. Alors, il y a 5 dauphins qui n'ont pas régné. Il y a Ouais. Louis XVII, il y a Napoléon II, il y a Louis-Philippe II, il y a Henri V et il y a Napoléon IV. Finalement, j'ai l'impression que c'est Henri V qu'on a manqué et qui aurait été formidable. Mais Henri V, son histoire, c'est qui Henri V? Henri V, bah, c'est extraordinaire parce que quand il naît, Henri V, c'est un enfant posthume. Exactement. Donc la monarchie n'a plus Oui, d'héritier. son père est mort. Son père est poignardé à l'opéra. Le duc de Berry. Le duc de Berry. Et on apprend à ce moment-là que la mère, Caroline, est enceinte. L'enfant du miracle. L'enfant du miracle, exactement. Et Bon. d'ailleurs, les Orléans vont dire non, non. Ouais, ils ont dit que Oh c'est non, pas- ils ont on dit- prête beaucoup aux Orléans. Les Orléans sont des gens très sympathiques. ils ont dit, je vais les défendre. Moi, j'aime beaucoup les Orléans. Parce que c'est un Bourbon, celui-là, Henri V. Oui, mais les Orléans Ils sont des tous Bourbons aussi. Tous. Oui, bon, Ils non, descendent c'est vrai tous, que- ils descendent Moi, je suis tous pas d'Antoine de Bourbon. spécialiste, hein. Vous défendez les Orléans, mais enfin, c'est quand même Philippe Égalité qui on a rentre- voté la mort de Louis XVI. Hein. il Moi, n'en mon fait- cousin n'a jamais voté ma mort. Hein. Non, j'entends bien, mais en attendant, J'adore ces débats. lorsque la On mo- sent Il n'y a que nous. Je veux voilà. dire, les gens qui arrivent Ah, non, mais- sur iTélé, ils disent il y a 3 fous qui parlent de la J'adore. monarchie en J'adore. France et qui veulent J'adore. abolir la je vais République. dire un truc. Vous savez que moi j'aime beaucoup Philippe Égalité. Oui. Ah d'accord. Mais Non, mais je Attendez trouve. Pascal, qui est ce Vincent? Bon. Mais terminer sur Henri V, juste parce que. Et puis après, on va passer au prix Mais Caloni Henri qu'a reçu notre ami Ardisson. Ah, mais moi j'aime pas Henri V. Ça, c'est Oui. Thierry Ardisson. Oui, mais moi je l'aime bien. Je trouve qu'il a, en plus, il a des fait un qualités truc. quand Non, même. il a fait un truc, Henri V, c'est qu'il a pris la monarchie et plutôt que la galvauder, il l'a enterrée comme un trésor sous un chêne. C'est-à-dire qu'il a pas voulu galvauder l'idée. Alors, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, Henri IV aurait pris le pouvoir. Il ne serait pas posé de question. Paris vaut bien une messe, si vous voulez. Mais lui, il a refusé une monarchie galvaudée. Et moi, je lui suis reconnaissant de ça parce que ça aurait pu très mal se passer finalement. Juste une Bon. petite chose, moi je pense que je suis d'accord avec ce que vous dites. La seule chose, si vous voulez, c'est qu'à mon avis, en enterrant la monarchie comme il l'a fait, il a enfermé la monarchie dans une espèce de vitriol bétonné, Ouais. dans lequel l'idée n'est toujours pas sortie. Et l'un des grands problèmes de la restauration de la monarchie aujourd'hui, c'est qu'elle est totalement inadaptée à notre époque parce qu'on la laisse dans une espèce de bénitier rempli de choses surannées et totalement dépassées. Le jour où elle sera moderne, elle aura Je veux peut-être dire une chance. chose, Pascal. Même le prix Caloni, c'est important, mais ça, c'est plus important. Je vais juste dire aux gens qui nous regardent, c'est pas compliqué. Nous, en France, là, c'est quelque chose qui va vous parler. Il y a une équipe conservateur, une équipe progressiste. Hein, bon, la gauche et la droite. Bon, il y a des capitaines de chaque équipe. Hein, bon. Et le système républicain, c'est de nommer arbitre le capitaine d'une des deux équipes. Et ça, je voudrais que ça soit vraiment que les gens se posent cette question. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, OM-PSG, il viendrait à l'idée de personne de nommer le capitaine de l'OM arbitre. Bon, et ben voilà le principe républicain, et c'est pour ça que ça ne marchera pas. Jean Descartes. Et on termine là-dessus. Oui, ce que je voulais vous Sur la dire monarchie. à propos du siècle des sacres dont vous ne parlez pas. Non, bah non, parce que c'est Louis XVI aujourd'hui. Mais vous bon, reviendrez. On a dit qu'on allait, avec Claudie Jacquin, Parfait. on a dit qu'on allait parler histoire régulièrement. Non, dans ce que cette je veux émission. dire, ce qui est Ouais. très très important, c'est que les souverains des monarchies actuelles représentent l'État qui permet, lorsqu'il y a une crise politique, de maintenir le sommet. Par exemple, le roi Albert II, en Belgique, a maintenu l'État belge, et la couronne est le seul moyen d'unifier les Belges dans leur querelle pendant
641 jours. Et en Espagne aussi, c'est la monarchie qui a évité le retour au fantôme de la guerre civile, avec quelque chose qui domine, qui est une institution. La monarchie est apolitique, elle n'est ni de gauche ni de droite. Voilà. Et Bon. parmi les fausses idées qui circulent sur la monarchie, de dire qu'elle est toujours de droite, c'est faux. Mais non. Elle est apolitique et qu'elle coûte plus cher que la République, c'est faux. ça. Bon, j'espère que Jean-Luc Mélenchon ne nous écoute pas ce matin, parce qu'il dit Non, si, moi, mais il j'espère, faut qu'il nous écoute pour être parti- convaincu. si, il va sont apprendre partis en quelque live chose. sur iTélé, ça y est, il mais prône surtout, le il- retour de il va devenir de la monarchiste. monarchie. Bon, vous avez reçu hier, Oui. avant-hier, le prix Philippe Caloni, qui est l'unique distinction récompensant l'interview en France. Bravo. Donc on va voir d'ailleurs pas mal d'images. Ça a été créé en 2007 par sa famille, et le prix Caloni a déjà distingué Frédéric Tadei, Emmanuel Laurentin, Nicolas Demorand, Jean-Jacques Bourdin, Marc Voincher, Léa Salamé. Léa Salamé. Donc on va vous faire une interview tout à l'heure, d'ailleurs, qui va être une interview Ardisson par Ardisson, pour reprendre pourquoi pas de vos gimmicks que vous pouvez faire, etc. Mais c'est quoi un bon intervieweur? Un bon intervieweur, c'est quelqu'un qui a bien préparé le sujet. C'est-à-dire que quand moi j'arrive en face d'un invité, j'en sais beaucoup sur lui. C'est comme le bac, c'est du bachotage, ça. Je l'oublie immédiatement. Mais c'est de savoir déjà beaucoup de choses sur l'invité. C'est-à-dire de lui donner 2-3 détails qui lui montrent qu'on connaît le sujet, qu'il n'a pas intérêt à raconter des conneries. Et ensuite, c'est trouver la longueur d'onde de l'invité. C'est-à-dire, ça passe par du jargon. C'est-à-dire chaque métier, chaque communauté a son jargon, donc des mots de jargon pour créer la complicité, le regard, l'empathie, voilà. Et après, c'est une aventure. Pour moi, une interview, c'est une aventure, c'est-à-dire... D'ailleurs, la télévision m'a rapproché des gens. Moi, à 35 ans, je parlais à personne, j'étais complètement bunkérisé. Parlez à vous-même. Oui. Mais la télévision m'a vraiment appris à aller vers les autres, et c'est ce que je fais. C'est pour ça que quand je fais des anonymes, des fois je pleure. Les gens ils disent ah, ce connard il pleure. Je repleure au montage et je repleure à la diff. C'est-à-dire qu'on rentre tellement en empathie avec les gens qu'on prend leurs problèmes. Mais si vous les interviewiez, ces gens-là, en dehors des caméras, vous pleureriez de la même manière? J'interviewe pas en dehors des caméras, c'est pas payé. Oui. Non, mais il y a une mise en scène, forcément. C'est peut-être aussi Oui, parce que il y a vous un savez jeu, il y a un que... jeu. Non, il y a un je jeu veux dire, théâtral. Voilà, Bien sûr, théâtral. bien C'est-à-dire sûr. que Non, vous d'accord. vous êtes regardé beaucoup forcément à la télévision. Donc, vous connaissez vos mimiques. Vous savez Oui. ce que vous projetez quand Oui. vous écoutez quelqu'un, Oui. lorsque Oui. vous le relancez, etc. C'est forcément un jeu. Et vous prenez parfois, vous regardez la caméra en direct pour prendre le... C'est ce qui est le plus dur à la télé, c'est qu'en fait, moi j'ai mis des années, j'avais Oui. le trac, j'étais très mauvais, j'ai commencé à 35 ans en plus, vous voyez, et j'étais très mauvais, j'avais le trac, je transpirais, j'étais mal à l'aise et tout. Et en fait, ce qui est très difficile à la télévision, c'est de jouer le naturel. Ça, c'est compliqué, parce qu'en fait... Là, vous le fabriquez, le naturel. Oui, c'est du faux naturel, Oui, mais c'est il du faut que faux ça ait l'air naturel. naturel. Oui. Voilà. Mais ce qui est drôle d'ailleurs, c'est qu'il y a des gens dans nos métiers, on dit qu'il faut être à l'écran comme on est à la ville. Mais il y a des gens qui sont devenus à la ville Oui. comme ils sont à l'écran. C'est-à-dire que vous les rencontrez, et on va pas citer de nom, mais vous les rencontrez Oui, en c'est dehors. vrai. Le personnage de l'écran a complètement vampirisé. Oui, c'est pour ça qu'ils vous disent ah bah je suis pas trop déçu de vous voir. Ouais. Mais non, mais on a, c'est vrai. Moi, je pense à 2 ou 3 personnes. Ils sont à la ville Moi, comme ils sont à l'écran. C'était l'inverse. Marie-France Brière, qui m'a fait commencer Ouais. en 85, m'avait dit, on était au restaurant, je la faisais rigoler, mais j'étais très très nul comme animateur de télé, et elle m'avait dit, le jour où tu seras à la télévision comme t'es au restaurant, tu seras une star. Voilà. Oui, bah vous l'êtes devenu. Bon, un peu. Bon, alors on va faire une interview Ardisson par Ardisson, et je vais vous citer des grands intervieweurs, Ouais. et vous allez me dire s'ils sont meilleurs que vous. Oh là 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 Ou là. s'ils ont été meilleurs que vous. Bon, Léon Zitrone. Léon Zitrone, je pense pas que c'est un bon intervieweur. Je pense que c'était un susbite. Oui. Mais bon, Mais on peut être un chiant en plus. Mais on peut être, oui. Vous l'avez jamais interviewé. Ah non, Léon j'ai Zitrone. jamais interviewé. Bon. Non, non, mais je- Michel Droit. Alors je le dis pour les plus jeunes, je me suis amusé bah avec oui. Michel Droit, c'était l'intervieweur Officiel. historique du général de Gaulle. Ouais. Bon. Bah là, non, mais là. Donc là, on n'était plus dans l'interview. Non, non, mais là, Ça s'appelait à propos. Là, c'est mon. Vous touchez quand même ce qui. Oui. Voilà, moi, je suis un fils de l'ERTF. Oui. Moi, Claude Santelli, Claude Barma, Désir Gallard, Jean-Christophe Averti, tout ça. Ça, c'est une époque pour moi. où- Michel Droit, donc. Michel Droit, oui, enfin un peu quand même. C'est interviewé le général de Gaulle, il fallait pas sortir. Bernard Pivot. Lui, il est génial. Mais voilà, on dit est-ce que je suis un bon intervieweur? Oui, mais enfin, quand vous voyez Bernard Pivot, il est. Vous trouvez qu'il est meilleur que vous? Ben, c'est-à-dire qu'il se tapait Solzhenitsyn quand même. Je ne dis pas que je ne pourrais pas le faire. Mais déjà, il se tapait les bouquins de Solzhenitsyn sur le goulag. Oui, Et c'est après, facile à lire, l'archipel du Goulag, c'est long, Oui, mais c'est pas non, d'accord, très... enfin, vous je veux dire, voyez, non. c'est pas Pivot- Dostoïevski. C'est que Pivot, et c'est là où je dis qu'il est grand, Oui. c'est qu'à force d'être assis et de lire des livres, parce qu'il lisait tous les livres, Oui, ça, il je avait le des confirme. escarres sur les fesses.
comme les gens qui sont grabataires. Non mais vous Ouais. vous rendez compte à quel Et il point... aurait pu se mettre debout. Henri Troyat écrivait debout. Oui, Henri Troyat écrivait debout. Là, je l'ai reçu, Henri Troyat, tiens. Ouais, bah Henri Ouais, je suis Troyat très qui est fier mort. d'avoir reçu. ouais. Qui est mort. Merveilleux écrivain. Russe. Bon. Jacques Chancel. Alors Jacques Chancel, ouais. Enfin, je Vous n'aimez parle- pas Radioscopie, vous n'aimez pas tout ce type d'interview Si. Alors vous parliez d'empathie tout à l'heure. Si, Non, mais j'aime je vois bien. que c'est pas votre. Non, vous avez le droit. Non, mais je respecte, voilà, Jacques Chancel. Alors, Jacques Chancel, on a le même problème. C'est-à-dire, lui, toute sa vie, on lui a dit et Dieu dans tout ça. Oui. Question qu'il a dû poser une fois dans sa vie. Et moi, c'est est-ce que tu sais, c'est trompé. Bon. Comme vous ne le faites pas ce matin, je le fais à votre place. Denise Glaser. Ah, énorme. Alors, Discorama, mais tout le monde Ah a là oublié là, Denise ah là Glaser. là. Non, Personne n'a non, oublié. non. Ah, qui est morte, c'est faut une pas oublier. génération. Bon. qui est morte, la pauvre. Oui. À son enterrement, il y avait son chien. Bon, alors Denise Glaser, elle a un truc, ça, qui est indépassable. Moi, je me souviens très bien dans le décor de Raoul Sangla, avec une échelle, un pot de peinture, tout était blanc. Faut voir, parce qu'à l'époque, la télévision était créative, novatrice, Dim intelligente. Dam Dum, formidable. Ah oui, mais voilà. Et Bon. Labro, qui avait fait une Voilà. émission formidable également. La télévision a baissé, je suis désolé de le dire, mais C'est vrai. ça Ah, se fait sauf pas dans Salut un les pays. terriens. Pardon. Sauf Salut les terriens. Oui, mais quand même. Non, la télévision globalement. Bon, baissé. Non, alors, attendez, j'ai Denise 5 Glaser. secondes Non, je aujourd'hui. parle de Denise Glaser. Oui. Je trouve ça. Comment on devient intervieweur sans envoyer Denise Glaser. Un jour, elle reçoit Serge Gainsbourg. Elle le regarde comme ça. L'émission commence. Elle le regarde. Elle lui dit ça va pas vous en ce moment. Énorme. Je sais pas, n'importe qui. Serge Gainsbourg, bonjour. Donc vous sortez Ouais. un disque, vous faites l'Olympia. Ça va pas vous. Mais elle était géniale. Elle avait une. Moi, Donc ça, c'est l'empathie. ma femme Audrey Crespo-Mara qui fait des Mais interviews. on en parlera tout à l'heure. Je lui Attendez. demande de regarder Denise Glaser. Bon, Jean-Jacques Bourdin. Ah ben énorme. Bourdin, il y va à la voiture bélier. Lui, c'est pas mal. Enfin, Léa Salamé. un peu surfaite quand même, mais bon, bien. Oh, Léa, on l'adore, on l'embrasse. Vous êtes dur. Franchement. Bon, Laurent Delahousse. Je suis pas très fan des interviews de Delahousse. Je trouve qu'il est très beau, garçon, mais sa façon d'interviewer est un peu bisounours, un peu Michel Denisot. pareil. Ah, dans Zénith, c'était pas mal, Zénith. Ouais, je sais, il m'a interviewé. Oui. Attendez, je vais pas vous dire que les gens sont bien Ouais. pour vous faire plaisir. Non, non, Moi, bah, vous attendez, moi, je connaissez, vous pose, en faisant cette interview, de toute façon, Bon. vous saviez bien ce que vous alliez avoir. Et le dernier nom, justement. Ouais. À votre avis, c'est qui Audrey Crespo-Marin. Voilà, Audrey Crespo-Marin. Bah, à qui Audrey- vous dédiez le bouquin, d'ailleurs? Oui, bah Audrey, elle est pas, au départ, elle faisait pas d'interview. Hein. Ouais. Elle était journaliste, elle a fait l'école de journalisme. Après, elle a fait des reportages pour le journal de TF1. Après, elle a fait la matinale avec Rabiou. Et puis, elle a Et elle est commencé, incisive. elle a commencé à faire des interviews. Et elle est excellente. Et elle intervieweuse. progresse très très bien. La preuve, c'est que sur LCI, elle en avait une, et ils lui ont dit on va t'en donner une deuxième. Donc c'est ça. Et puis je vois les courbes. Il y a des petites bosses quand c'est ma femme. Mais alors, vous lui donnez des conseils? Bah oui, je regarde ses interviews et je lui dis mais enfin vous savez, elle a pas besoin de moi. Elle se débrouille très très bien. Bon, bah écoutez, bravo. Bah, Pour ce écoutez, prix Caloni, on a passé 40 minutes ensemble. Ça passe vite, hein. putain. Bah oui, mais parce que c'est l'histoire. On n'a pas parlé du livre de Jean qui est fort. Mais attends, Et qui est Jean, sur mais la- il va revenir. qui est sur la Jean. monarchie d'aujourd'hui. Mais en vous plus. rigolez, le C'est-à-dire siècle. là, on voit, et Ouais. c'est ça qui est intéressant, Ouais. c'est qu'on voit que ça fonctionne. Il y a une série qui s'appelle The Crown, que vous avez vue. On voit comment fonctionne la monarchie anglaise. C'est-à-dire, on voit comment cette femme se dispute avec son mari et avec sa sœur pour défendre la couronne. C'est fini. C'est fini, c'était un plaisir. Merci Vincent. Plaisir trop Merci court. Jean Descartes. On va parler histoire régulièrement et vous viendrez. Merci à Marine Lançon qui est en régie avec nous, qui nous a aidé à préparer cette émission, comme Claudie Jacquin, comme tous les jours. L'info va se poursuivre sur iTélé.